Donc moi, ce que je me propose de faire, c'est de vous expliquer un petit peu comment, à notre niveau, Souvenir français, on voit le devoir de mémoire. Donc les guerres, les génocides, les crimes contre l'humanité nous obligent moralement à nous souvenir. C'est un devoir, c'est un devoir de mémoire et c'est une notion essentielle dans nos sociétés. Mais au-delà du souvenir, ce devoir de mémoire joue un rôle crucial dans la construction de la paix. Donc quel rôle joue le devoir de mémoire dans la préservation de la paix et quels sont les enjeux de sa transmission aux jeunes? Eh bien, ce que je vous propose, c'est, je vais le développer en quatre parties, mais très courtes. Tout d'abord, un outil pour éviter la répétition des conflits. Ensuite, vous expliquer pourquoi c'est un pilier de la paix et de la cohésion sociale. Et en fait, quels sont les enjeux donc, de la transmission de ce devoir de mémoire aux jeunes. Et puis, je vous expliquerai brièvement ce qu'est le souvenir français. Alors, un outil pour éviter la répétition des conflits. Ben, le devoir de mémoire, il permet tout d'abord de tirer les leçons du passé. Par exemple, les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, a profondément marqué les consciences. Et en se souvenant de ces événements, les sociétés prennent conscience, normalement, des conséquences de la haine, du racisme et des idéologies extrêmes, ce que développait Noah tout à l'heure. Ce travail de mémoire contribue à construire une culture de la paix, toujours en théorie. C'est pour ça que l'on fait. Au début, ça fonctionne bien. Les commémorations, les monuments, l'enseignement par l'histoire permettent de rappeler les dangers du passé. Et l'objectif est clair, éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Enfin, et c'est ce qui est important, le devoir de mémoire favorise la reconnaissance des victimes. Cela permet une forme de justice symbolique et participe à la réconciliation des peuples. C'est ce qui s'est passé après 1945. Alors quand on parle de piliers de la paix et de la cohésion sociale, se souvenir, c'est aussi renforcer les valeurs communes. Le devoir de mémoire rappelle l'importance des droits humains, de la tolérance et du respect de l'autre. Ainsi, des événements comme le procès de Nuremberg ont permis de juger les responsables de crimes de guerre, affirmant ainsi que ces actes ne doivent jamais rester impunis. Cela renforce le droit international et les principes de justice. De plus, la mémoire collective contribue à construire une identité commune. On le voit avec l'Europe. Elle permet aux citoyens de partager une histoire et des valeurs, ce qui renforce la cohésion sociale et limite les tensions. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la transmission aux jeunes générations? La mémoire, elle doit être transmise, c'est primordial, à nos jeunes. Avec le temps, les témoins directs disparaissent, ce qui rend le passé plus abstrait. C'est ce dont parlait Lisa tout à l'heure. L'un des enjeux est donc de rendre cette mémoire vivante et accessible. Et pour cela, il y a l'école, les musées, il y a les témoignages filmés et je tiens à souligner l'initiative qui a été prise donc par Lisa et toute son équipe justement d'organiser ce grand comment dirais-je, rassemblement de 50 jeunes de différents États parce que ce sont des initiatives, déjà je pense que ça n'a pas dû être simple à organiser, mais tout ça, ça fait partie justement de l'entretien du devoir de mémoire. Un autre enjeu est de lutter contre l'oubli et la désinformation. À l'ère des réseaux sociaux, on a beaucoup de désinformation. On n'a pas forcément des choses relatées qui sont vraies. Et il est donc essentiel de développer l'esprit critique chez les jeunes. Je pense qu'on en a eu un petit exemple. C'est Louise, hein, c'est ça? Louane, pardon. Donc voilà, je pense que pas mal d'initiatives existent. Alors après... qu'est-ce qu'on propose? Alors, effectivement, la mémoire, elle est basée surtout sur
Les conflits, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ce sont surtout ceux-là qu'en France, on n'oublie pas. On parle aussi des événements d'Algérie. Vous remarquerez qu'on ne parle pratiquement jamais de guerre d'Algérie. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas une guerre, c'était du rétablissement de l'ordre. Voilà, c'était, bon, même s'il y a eu, je dirais, des milliers de morts, bon, c'est comme ça, c'était pas une guerre. Il faudra poser la question aux descendants de ceux qui y sont restés. Je suis un peu trivial, hein, mais c'est mon côté militaire, je suis désolé, c'est, voilà. Il faut réussir à donner du sens à cette mémoire. Les jeunes doivent comprendre que ces événements ne sont pas seulement du passé, mais qu'ils ont encore des conséquences aujourd'hui, c'est ce que disait Noah tout à l'heure, et qu'ils concernent leur avenir. Alors, moi, ce que je souhaite, ce que j'aimerais, c'est que on puisse avoir des jeunes qui soient impliqués. Alors, peut-être pas comme nous on l'est, parce qu'effectivement, comme je le dis assez souvent, moi je suis un dinosaure, j'incarne pas forcément l'avenir. J'ai un esprit profond de respect et pour ceux qui se sont engagés, ont donné leur vie pour sauver leur pays, pour défendre leur pays. Et c'est vrai que je suis un peu comme vous, je ne peux m'appuyer que sur ce que je connais, sur ce que l'on m'a raconté. J'ai une anecdote qui me rend fier. C'est celle de mes parents, enfin surtout de ma mère, qui, lorsqu'elle était jeune, c'était juste avant le débarquement en Normandie, a vu débarquer chez elle un aviateur américain qui avait été abattu par la DC allemande. Et ils l'ont caché dans leur ferme pendant une dizaine de jours, donc à l'instar des Allemands qui occupaient la région. Et donc voilà, ma mère, quand elle raconte ça, elle est fière, mais elle dit bien qu'à l'époque, ils ne se rendaient pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. Surtout que les Allemands venaient régulièrement à la ferme se ravitailler, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu, moi, ce qui me fait dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Elle a risqué sa vie, mes grands-parents ont risqué leur vie. Bon, ça s'est bien passé. Le pilote américain un matin est parti, il a rejoint ses lignes. Et elle ne l'a revu que 80 ans plus tard. Sur des commémorations, on en parlait tout à l'heure, les commémorations du débarquement en Normandie. Il y a un commerçant local qui s'était attaché à l'histoire du pilote de cet avion qui avait été abattu. Il a retrouvé la carcasse de l'avion et il a réussi à rentrer en contact avec ce pilote américain et il l'a fait venir en France, à l'endroit même, à la ferme où il avait été recueilli et caché. Bon, mes grands-parents malheureusement n'étaient plus là. Ma mère était là et c'est vrai que ça avait fait l'objet d'un reportage au journal de 13 heures. Je m'en rappelle parce que ma mère était fière, elle était passée au journal de 13 heures à Jean-Pierre Pernaut. Mais ça avait été également relayé par la presse américaine et la télévision américaine. Et c'était fabuleux de voir ce pilote prendre mon oncle, donc le frère de ma mère, dans ses bras, et de dire que sans ces personnes-là, il ne serait pas, il serait pas là aujourd'hui, quoi. Donc c'est aussi ça, je pense, le devoir de mémoire, c'est voilà, c'est se souvenir. Il y a des tragédies, il y a des belles choses. Tout ça dans un contexte de guerre absurde. Et voilà. Donc voilà, je tenais à vous faire part de ça parce que je trouve que voilà, c'est un exemple. Je dirais un bon exemple parce que ça se termine bien. Et donc avant de conclure, je voudrais vous parler du souvenir français.
c'est une association nationale qui a été créée en 1887 par un professeur de collège qui s'appelait Monsieur François-Xavier Niécen et qui, juste après la guerre de 70, a constaté que dans les campagnes françaises, il y avait des sépultures de soldats français ils étaient enterrés sauvagement alors qu'ils avaient ils avaient donné leur vie pour défendre leur pays. Et il a eu un déclic. Il s'est dit, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on leur donne une sépulture, il faut qu'on leur rende un hommage, il faut se souvenir de leur sacrifice. Et c'est comme ça qu'il a décidé de créer une association qui est devenue nationale. Aujourd'hui, elle est reconnue d'utilité publique et elle compte 75 000 membres. Donc, avec des délégations départementales au sein de chaque département et différents comités donc répartis sur chaque département. Et donc, moi, j'ai l'honneur d'être le président du comité de Pontonx sur l'Adour. Pontonx qui prend le secteur du Pays Tarouizat. Et donc, voilà, non, je ne peux pas vous la... Mais il y a un site officiel, donc Souvenirs Français. Vous allez sur les moteurs de recherche, vous tapez Souvenirs Français, vous allez voir le site national, vous allez voir la délégation départementale des Landes, donc où vous pourrez avoir plein de renseignements. Voilà, se souvenir du passé, si on oublie ces gens-là, si on oublie ce qui s'est passé, si on oublie ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, ils l'auront fait pour rien. Alors, effectivement... Comment travaille le Souvenir Français? On entretient les monuments, on entretient les tombes de ceux qui sont morts pour la France. Il y a un aspect qui est très intéressant aussi dans cette mission, c'est tout le travail d'enquête. C'est-à-dire que quand on trouve par exemple une sépulture qui est en déshérence et sur laquelle il y a marqué « Mort pour la France », eh bien, on fait appel, et c'est là où je rejoins et j'apporte un peu plus de précision à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Il existe des sites mémoriels comme le Terre des Hommes, non, pas Terre des, c'est pas Terre des Hommes, c'est Mémoire des Hommes, où vous avez, comment dirais-je, dématérialisé toutes les fiches de tous les soldats français qui ont été engagés tant sur la Première Guerre mondiale que sur la Seconde. Et on arrive à avoir des choses... je pense que l'historien que tu es, Noah, ça te plairait. Je ne sais pas si tu y allais déjà sur Mémoire des Hommes. C'est en fait, vous avez tout l'historique du soldat. Donc vous allez avoir un poilu, vous savez qu'il était marié, qu'il avait un enfant, qu'il était agriculteur, qu'il vivait à tel endroit. Et quand on fait justement des recherches, on rentre dans la, je ne vais pas dire dans la vie intime de ce soldat, mais presque quoi. Et ce travail d'enquête, ça peut durer des semaines, des mois, surtout si vous travaillez sur un carré militaire, c'est-à-dire un regroupement de sépultures, ça peut demander des années, quoi. Et c'est vrai que c'est un travail qui est prenant, qui est intéressant. Et si vous avez la chance de retrouver des descendants qui, eux, ont conservé des courriers, des lettres. On avait eu, je ne sais plus si tu te rappelles, on avait eu une personne sur la dernière intervention que j'avais faite. Elle avait des lettres de son oncle ou de une personne déjà d'un certain âge et elle nous avait lu des lettres. C'était fabuleux, quoi. C'était très intéressant. Et voilà, c'est tout ce travail qui, à mon sens, permet de travail d'investigation, on va dire, hein, qui permet de découvrir, je dirais, la vie de gens qui sont à la base ordinaires et qui sont partis à la guerre parce que c'était comme ça, il fallait qu'ils partent. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que le Souvenir Français subventionne des voyages de mémoire. C'est-à-dire, on l'a fait, nous, pour l'école de Bégard, où un professeur, enfin un enseignant, avait demandé
avait organisé un voyage à Oradour-sur-Glane. Donc, il était passé par nous et on lui avait obtenu une subvention de 1 000 euros. Ça peut, donc c'est bon, c'est valable pour les collèges, c'est valable pour les lycées. Erasmus, alors j'en reviens à ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que cette idée de livre blanc, je trouve ça moi génial parce que peut-être porter ce projet au niveau du souvenir français, souvenir français, au niveau du siège, pourquoi pas. Il faut savoir que le président, c'est un général deuxième section, donc c'est un militaire. C'est bien, et des fois c'est pas bien. Ça, c'est mon avis personnel, parce que c'est un fonctionnement quand même assez pyramidal. Mais à côté de ça, c'est vrai que les initiatives comme la vôtre peuvent très bien les intéresser. Donc voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose à porter, à voir, peut-être en parler et puis comment dirais-je, voir ce qui peut être fait. Entretenir le devoir de mémoire, c'est pas forcément parler de la guerre. C'est surtout, j'insiste bien sur pourquoi c'est arrivé, et quelles ont été les conséquences, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, quoi. C'est surtout ça le plus important. On sait très bien qu'il y a eu des malheurs, on sait très bien qu'il y a eu des morts, etc., que des familles ont été brisées, mais c'est pas de ça dont on veut parler quand on parle du devoir de mémoire. C'est pas de ça dont on veut parler. C'est de savoir, ben voilà, ok, ça s'est passé, mais il faut éviter. Il faut éviter que ça se reproduise. Et là, mais je crois que personne n'a compris. Enfin, quand je dis personne, nos chefs d'État, hein, pour ne pas les citer. Hein. Alors, je ne vais pas les énumérer, hein, mais bon, parce que à ce moment-là, mais voilà, quoi, c'est ça. Et je pense que sans peut-être vous en rendre compte, vous commencez à mettre le doigt dessus sur justement ce qui peut être fait. Je trouve que les idées d'organiser une journée commémorative basée sur expliquer pourquoi, comment, etc., mais peut-être d'une manière peut-être moins grave, moins solennelle, on va dire, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée en faisant venir je dirais des acteurs, des gens, des historiens, pourquoi pas. Et puis, mais lui donner un aspect, comment dirais-je, culturel en fait. On va dire ça comme ça.